Bonjour mes amis. Alors aujourd'hui en me réveillant, j'ai vu une vidéo assez intéressante. C'était des parlementaires iraniens en plein parlement en train de brûler le drapeau américain. Alors, comme la qualité de la vidéo n'était pas terrible, j'ai pensé que c'était une vidéo qui datait de 2003. Parce que je pensais que les Iraniens avaient renoncé à ce genre de tantrum digne d'un gamin colérique en fait. Eh ben non, ça date d'aujourd'hui. Que s'est-il passé? C'est que Trump a décidé de revenir sur l'accord nucléaire qu'ils avaient passé avec Obama. Alors cet accord leur permettait de obtenir la possibilité d'accéder à du nucléaire civil, de, de renoncer à leurs intentions réelles ou supposées de fabriquer une bombe atomique, donc d'accéder à des nucléaires militaires, et troisièmement, et ça c'est la cerise sur le gâteau, c'est d'ouvrir leur marché et consommer américain et consommer européen. Bien sûr, le programme, la partie nucléaire civile, était sous contrôle international, évitant, sur le papier en tout cas, évitant tout débordement ou toute exploitation sinistre vers du nucléaire militaire. Alors, nucléaire civil, juste pour vous situer, pour vous dire un truc rapidement, nous sommes dans une époque qui dépend énormément de l'électricité. Je vous invite juste à rentrer dans une maison construite dans les années 60, par exemple, et quelle va être votre frustration au bout de 24 heures? C'est qu'il n'y a pas assez de prises. Parce qu'aujourd'hui, l'homme ou la femme d'aujourd'hui, même l'enfant d'aujourd'hui, ont plein de choses qui vont sur une prise électrique. Nous consommons de grandes quantités d'électricité. Beaucoup de pays ont leur développement freiné, ou savent que leur développement dans le futur sera freiné, parce qu'ils n'arrivent pas à produire assez d'énergie électrique. Bien sûr, ils s'en sortent en brûlant du pétrole, en brûlant du gaz, en brûlant du fuel, du charbon, n'importe quoi. Mais ça a ses limites. Surtout quand on se met dans une logique d'après-pétrole, effectivement, ça pose problème. Alors, un réacteur nucléaire qui produit l'électricité, pour vous donner un exemple, si on prend un sous-marin alimenté par cela, il y a des sous-marins américains qui sont alimentés, russes aussi, même français. Je ne sais pas si les Français en ont. Oui, ils en ont. Je crois que les Français en ont, je ne suis pas sûr. Enfin, ils ont de gros réacteurs nucléaires à l'intérieur donc du sous-marin qui permettent de produire l'électricité pour faire tourner les moteurs, pour alimenter l'équipage en électricité, en chauffage, tout ça. Et en fait, si vous prenez un de ces réacteurs, que vous l'enlevez du sous-marin américain, vous le placez à l'entrée d'une ville africaine d'1 million d'habitants, ce réacteur peut l'alimenter pendant 10 ans. D'accord? Juste pour vous situer. Certains porte-avions américains en ont jusqu'à 8. Avant, ils les changeaient, ils les remplaçaient toutes les quelques années, un certain nombre d'années, 10, 15 ans. Ils devaient littéralement couper le navire en deux pour retirer ses réacteurs et les changer. Aujourd'hui, ils fabriquent de nouvelles générations qui ne sont pas changées de toute la vie du bâtiment en question, de toute la vie du navire ou toute la vie du sous-marin. D'accord? Donc c'est une technologie absolument extraordinaire. Alors, le problème, peut-on faire confiance aux mollahs iraniens, à ces fous de Dieu, à ces détraqués? Peut-on leur faire confiance pour ne pas contourner les termes d'un accord quel qu'il soit pour fabriquer du nucléaire militaire? Eux, ils disent que non. Bien sûr qu'ils vont dire non. Bien sûr, ils ne vont pas dire autre chose. Mais des détraqués religieux, je ne suis pas quelqu'un qui leur fait énormément confiance. Dans le sens où, moi je suis pour la non-prolifération des armes atomiques. Et en fait, je suis même pour leur suppression totale. Parce que je trouve que même ni les États-Unis, ni la Russie, ni qui que ce soit devrait posséder d'armes atomiques. Parce que c'est quand même terrible que notre humanité, après des millénaires ou des millions d'années d'évolution technique, d'évolution sociale, scientifique, on arrive à nous dire que le monde tient par l'équilibre des terreurs. Parce que chacun a peur que l'autre lui balance une bombe atomique sur la figure. Je crois que cette logique, je crois que cette équation était peut-être valable dans les années 50, dans le siècle passé, mais aujourd'hui la menace est tout autre. Regardez un pays comme la France par exemple, c'est une puissance atomique. Est-ce que ces bombes atomiques l'ont protégée des changements profonds qu'elle est en train de subir, des menaces profondes qu'elle est en train de subir?
Aujourd'hui, l'État français a dû renoncer à des pans entiers de son territoire. Aujourd'hui, on a des ex-présidents comme Hollande qui disent qu'on arrivera peut-être à la partition du pays. Ça signifie partition du pays, ça signifie qu'on devra peut-être donner la moitié de notre pays. Voilà la logique. Les gars qui étaient au sommet de l'État racontent cela. Vous comprenez? Est-ce que le nucléaire les a protégés? Non, pas du tout. Je vous donne même un truc, même une autre. J'ai lu récemment des articles qui disaient est-ce que la France, le jour où elle deviendra un pays islamique, dans le sens même plus haut de sommet de l'État, elle deviendra islamique, est-ce que la France ne devrait pas se préparer à démanteler son programme nucléaire? Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même dingue ça. Voilà, ça ne te protège pas aujourd'hui. Donc, et encore moins les mollahs. Pourquoi encore moins les mollahs? Il y a une raison. Parce que la dissuasion nucléaire, elle est basée sur quoi? Elle est basée sur deux parties qui veulent, toutes les deux, qui veulent vivre, n'est-ce pas? Chacun veut vivre. Et c'est pour cette raison que chacun, même s'il a une bombe atomique, ne va pas la balancer sur l'autre parce que, voilà, parce qu'il n'a pas envie de mourir à son tour. Ok? Ça, c'est important. Attendez, je vais juste faire avancer ce véhicule pour allumer de la lumière, ok? Donc, le problème avec un pays comme l'Iran, c'est que si tu leur donnes une bombe atomique, ou tu risques même, tu prends 1% de chance pour qu'ils obtiennent un objet pareil, ce ne sont pas des gens qui sont dans une logique de vie. Le problème, c'est qu'ils sont animés. Ce régime pourri, en fait, est animé par une parole de mort. Ils peuvent tout à fait se dire, bon, nous n'avons rien à cirer, de toute façon, nous, on va mourir, on va aller au paradis, et puis on va balancer ce truc, et puis advienne ce qu'adviendra, quoi. C'est ça le truc. C'est pour ça que les pays, si vous regardez les pays qui ont la bombe atomique, les pays occidentaux en particulier, ne tiennent pas du tout à ce qu'un pays musulman obtienne la bombe atomique. Bon, il y en a un qui a la bombe atomique, c'est le Pakistan. L'Inde en a une aussi. Et en fait, ils se menacent parmi, parce qu'ils n'ont pas réellement la possibilité d'avoir des missiles balistiques qui leur permettent de projeter cette bombe très loin. Ça, c'est parce que la dissuasion nucléaire, elle est basée sur deux trucs. D'abord, la capacité d'envoyer la bombe très loin. Si j'avais une bombe atomique sur le toit de ma voiture, je ne deviendrais pas une puissance atomique pour autant. Il faut d'abord avoir la capacité de la projeter très 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 loin au-delà de ses frontières, donc menacer qui que ce soit dans le monde, donc avoir des missiles balistiques qui volent littéralement comme un avion de ligne, qui vont monter très haut dans l'atmosphère et puis voler très vite et arriver chez l'ennemi à des milliers de kilomètres de là. Beaucoup de pays n'ont pas cela, la majorité des pays n'ont pas cette capacité-là, cette capacité de frappe. Et deuxièmement, la dissuasion nucléaire est basée sur la capacité de seconde frappe. Ça signifie qu'un pays frappé déjà par une attaque nucléaire doit être capable, même à l'état de zombie, de répondre et annihiler l'agresseur. Donc c'est pour cette raison que les Russes, les Américains entre autres, ont développé ce qu'ils appellent des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. C'est des sous-marins nucléaires énormes qui ont une capacité de riposte. Ils sont capables, par exemple, les sous-marins américains sont dispersés dans le monde, on ne sait pas où ils sont, c'est un grand secret d'État, et ils sont tout le temps, les Russes et autres cherchent à les suivre pour savoir où ils sont, à deviner où ils sont, ou à les suivre ou autre, mais c'est très difficile, parce que ces sous-marins sont partout dans le monde, sur les océans du monde, et capables de répondre, par exemple, à une agression. Donc si les États-Unis étaient rayés de la carte à 3 h du matin par une attaque atomique, ces sous-marins sont capables d'une seconde frappe contre l'agresseur. Donc c'est pour ça que ça évite les scénarios de type que Bruce Lee décrivait comme le premier qui frappe gagne. Ça évite par exemple que chaque pays ait la velléité de dire bon, on frappe les premiers, on rase les autres, comme ça on est tranquille. Non, ils ne sont pas tranquilles. Si tu rases l'autre, il te rase aussi. Mais ça reste toujours dans une logique de vouloir vivre. Mais quand tu as des gens comme ces crétins en turbané, franchement, c'est vrai que tu as quand même peur, quoi. Ok. Les Israéliens ont fourni des preuves aux Américains sur la mauvaise foi, les mauvaises intentions des Iraniens. Bon, moi, j'ai pas besoin des preuves israéliennes pour savoir que ces abrutis-là, il se passe toujours des choses, il se passe toujours du louche dans leur tête. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, les Israéliens sont capables, et je leur dis ça avec beaucoup d'amitié, sont capables de raconter n'importe quoi quand il s'agit d'Iran. Je ne les crois pas. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent sur plein de choses. Hein, et souvent, ils disent vrai. Mais sur l'Iran, ils racontent n'importe quoi parce que ils sont un couteau tiré avec l'Iran. Donc effectivement, ils racontent n'importe quoi sur l'Iran.
Ok, l'Iran raconte n'importe quoi sur Israël. C'est une sorte de guerre de mots, c'est une guerre diplomatique. Et puis, bon, très, très souvent, c'est Israël qui a le dernier mot sur cette guerre-là. Alors, que se passe-t-il aujourd'hui? Donc, l'Iran flippe. Et le régime iranien, moi, ce qui m'intéresse, parce que moi, je vais vous dire ce qui m'intéresse, c'est que, dans toute l'affaire, moi, ce que je vois, c'est que le régime iranien est affaibli. Et ce qui est une très bonne chose. Parce que, quand vous prenez une civilisation comme la civilisation perse, comme l'Iran, qui est une civilisation extraordinaire, un peuple extraordinaire, et vous voyez à leur tête des crapules comme ces mots-là, c'est comme si vous avez des comme si vous, les Français par exemple, on mettait à votre tête des racailles de banlieue, hein, de ce type qui tue pour un regard, on les mettait à votre tête. Hein. C'est de ce niveau-là. Donc, ces gens-là, ces gens-là ont pris en otage ce peuple, ont pris en otage cette civilisation et les enferment sous le joug de la religion. La religion qui a toujours servi, islamique ou non, sunnite ou chiite, toutes les religions confondues. Donc si vous êtes d'une autre religion, ne soyez pas content que je critique les religieux islamistes, hein, parce que je pense la même chose des autres. Hein. Pour moi, la religion a toujours servi à mettre l'homme en esclavage et profiter de sa servitude. C'est exactement ça le rôle. Si on te demande c'est quoi la définition de la religion, c'est ça. C'est un système de dogmes qui prend des questions légitimes que l'homme peut se poser, auxquelles il apporte des réponses qui n'ont autre but que de mettre l'homme en esclavage et profiter de sa servitude. D'ailleurs, très souvent, les religieux sont, comme le cas de l'Iran, eux-mêmes au pouvoir, ou bien, comme dans d'autres cas, ils sont toujours assis à la droite des hommes de pouvoir. Ce sont eux qui leur soufflent à l'oreille et qui maintiennent le peuple. Puis toujours, ils ont fait ça. C'est toujours eux qui gèrent le peuple par sa conscience pour le maintenir sous le joug des hommes de pouvoir. Dans l'islam sunnite, par exemple, je vous l'avais montré, c'était caricatural. C'est pour ça que c'est très intéressant. Je pense qu'il faut toujours commencer par l'étude de l'islam sunnite parce que c'est là où ce phénomène-là atteint des degrés littéralement. Je veux dire, on ne se cache plus. Hein, on se tutoie littéralement en islam sunnite. C'est très clair, Sahih Muslim. Nul ne peut aller au paradis. Nul, peu importe ce que tu fais. Tu crois en Allah, tu crois au Coran, tu crois au prophète, tu fais le ramadan, tu fais tous les piliers de l'islam. Si tu n'as pas une allégeance à un homme de pouvoir à ton cou, comme le chien a un collier à son cou, tu n'iras pas au paradis, tu iras en enfer. C'est pour ça qu'il y a tous ces terroristes qui cherchent à tuer, se faire exploser juste pour installer un calife. Parce qu'ils veulent avoir une allégeance à un homme de pouvoir. Sans homme de pouvoir, ils ne vont nulle part, ils le savent. D'accord? Pour vous dire, mais peu ou prou, cette logique-là, on la trouve dans toutes les religions. Sauf que je la prends dans l'islam sunnite le plus souvent comme exemple parce que c'est vraiment flagrant. Ça permet de faire une étude très facile. Voilà, c'est tout. Alors, je disais que pour moi, c'est tout bénef. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui permet d'affaiblir ce régime, tout ce qui permet d'affaiblir ce régime qui est comme ces vers qui poussent sur le cadavre d'une civilisation, tout ce qui permet de l'affaiblir est une bonne chose. D'accord? Le régime iranien fait face à une contestation de sa rue. Les gens n'en ras-le-bol. Il y a des femmes aujourd'hui, il y a des femmes, des vraies féministes, hein, pas comme les de vraies féministes, des femmes de 50 kilos, des jeunes, des vieilles, des gamines qui enlèvent ce torchon qu'on leur a obligé à porter sur la tête et qui sortent dans la rue pour braver ce régime pourri. Donc, il y a une vraie contestation de la rue. Il y a une nouvelle génération qui s'est connectée sur Internet, une génération qui a compris que ces gens n'ont aucune légitimité, qui ne parlent pas à Dieu. D'ailleurs, si les mots-là parlaient à Dieu, moi je leur suggère un truc. Si ils sont intimes avec Dieu comme ils le prétendent, qu'ils sont à tu et à toi avec lui, qu'ils sont comme cul et chemise avec Dieu, ok, au nom duquel ils ont sacrifié un pays, ils ont sacrifié des générations entières. Moi, je leur dis un truc. Vous allez dans un stade, vous priez à Allah, et il vous ramène un réacteur nucléaire, c'est tout. Vous n'avez pas besoin des Américains ou d'Obama ou qui que ce soit. Allez prier à Allah, il vous ramènera un réacteur nucléaire, clé en main. C'est tout. Mais il vous ramènera rien du tout, parce que vous rêvez, vous vivez dans le vide. Alors, le truc, c'est que ce genre de revers pour ce régime,
C'est une bonne chose, parce que ça l'affaiblit sur la scène internationale, mais ça l'affaiblit aussi sur la scène intérieure, en espérant qu'un jour, le peuple iranien arrive, je suis contre les interventions étrangères dans les pays, j'espère que le peuple iranien arrivera à leur tirer le tapis sous les pieds. Juste pour vous dire ces mots-là, parce que le nucléaire civil, ils auraient pu l'acquérir il y a 30 ans. Pourquoi ils arrivent aujourd'hui, ils se rendent compte qu'ils sont incapables? D'où vient cette incapacité? Je vous donne un exemple tout simple qui permet d'illustrer ce que je cherche à vous communiquer. Quand ils sont arrivés, les mollahs, en 79-80, ils ont fait quoi? Une de leurs premières actions a été de fermer les universités iraniennes pendant 3 à 4 ans. Ça signifie pendant 3 à 4 ans, pas une seule université n'était active en Iran. D'accord? Pourquoi? Parce que ils ont peur du savoir. Là où les religions arrivent, elles chassent la science, elles chassent l'intelligence, elles chassent les intellectuels, elles chassent les gens qui ont un vrai savoir. Parce qu'ils ont peur, parce que le savoir, parce qu'ils ont besoin d'un peuple inculte. C'est comme ça que ça marche. Ils ont besoin de gérer les gens par leur ignorance, par leur peur, par leur superstition. Ils ont fermé les universités. D'accord? Le temps de les islamiser, d'islamiser le savoir, de chasser toutes les têtes pensantes et de les remplacer par des barbus à la tête vide. D'accord? Voilà le truc. Alors c'est vrai que, oui, c'est sympa la science islamique. C'est sympa, ça permet de savoir combien de pierres il faut utiliser pour se torcher le derrière, c'est vrai. Ça permet de savoir s'il faut utiliser la main droite ou gauche pour faire ses ablutions ou autre. Ça permet de répondre à des questions que, franchement, peu de gens se sont posées en réalité. Mais quand il s'agit de vie, parce que je vais vous dire un truc simple et que je dis à tous les musulmans, le monde que nous fabriquons, le pays, la cité, si vous voulez, c'est pour que l'homme puisse vivre dedans. L'homme, la femme, l'homme avec un grand H. D'accord? C'est pas pour qu'Allah vienne vivre dedans. Ok? C'est pas pour qu'Allah se dise, putain, là, ils ont construit un truc, c'est génial, tous mes droits sont respectés, les gens me respectent, les gens respectent ma parole et tout ça, je vais venir m'installer au milieu d'eux. D'accord? Ça n'existe pas, ça. Ok? Dieu n'a aucun droit ici. La ville doit être construite pour l'homme. Hein, si Allah fait 20 mètres de haut, je ne sais pas combien il fait, si tu fabriques un ascenseur, si tu mets les boutons à 15 mètres de haut, on ne pourra pas nous appuyer sur les boutons. Tu comprends? Lui, il pourra. Le jour, il viendra. Sauf que cet ascenseur, en attendant qu'il vienne, sera inutile. Tu vois, c'est un exemple absurde que je donne. Mais c'est pour te dire que il cherche à construire des sociétés comme si Allah lui-même allait venir et condescendre à venir vivre dedans. Ça n'a aucun sens. Alors que pendant ce temps-là, ni l'homme, ni la femme, ni l'enfant n'arrivent à vivre, n'arrivent à évoluer, et on se retrouve avec des millions de gens qui rêvent que d'une chose, aller vivre chez des peuples qui ne suivent pas la même religion. C'est tout. Hein, les bot people, ils vont pas en Iran. Les bot people, ils vont pas en Algérie. Ils vont vers les pays chrétiens. Voilà. Enfin, le christianisme a eu aussi son époque glorieuse. Hein. Le christianisme, je peux vous en raconter des bonnes dessus. Il a vraiment servi les hommes de pouvoir. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, les églises sont à la veille de marier le chien à son homme. C'est pas par hasard. C'est pas par hasard. Parce que des gens s'en ont occupé. Parce que pendant très longtemps, ils ont fait pire que les mollahs d'Iran. Il ne faut pas croire que quand je critique une religion, c'est parce que j'ai de la sympathie envers une autre. Trompez pas sur le personnage. Enfin, je vous laisse, mes amis. Je vous laisse. Donc, je reviens une autre fois. J'ai l'idée de faire une vidéo sur les violences qu'il y a à Londres. Il y a beaucoup à raconter sur ce thème-là. Je reviendrai pour vous en parler. À bientôt, mes amis.